Salut toi. C'est parti pour le bilan de lecture du mois de juillet. Est-ce que j'ai profité des vacances pour me proposer? J'ai lu. J'ai pas vraiment lu énormément de livres, mais par contre les livres que j'ai lus, la plupart étaient quand même plutôt assez gros, tu vois. Hein. J'ai lu exactement 11 livres, graphiques compris. Excuse-moi pour les bruits des cigales, les travaux, tout ça. J'arrive pas à fermer ma fenêtre, du coup t'as absolument tous les bruits environnants. C'est génial. On va passer très vite sur les graphiques puisque j'ai lu uniquement le tome 13 de l'Attaque des Titans, écrit par Hajime Isayama et aux éditions Pika. J'ai adoré. Voilà, c'est tout pour moi. Oh, bah oui, je vais pas rentrer plus dans les détails, c'est un tome 13, tu as pas envie d'être spoilé. Si je rentre plus dans les détails, tu vas être spoilé, c'est pas la peine. Juste, c'était trop bien, ça suffit. Plus que 21 tomes à lire maintenant. Youhou! En ce qui concerne les one-shots que j'ai découverts ce mois-ci, il y en a uniquement un seul, à savoir Le Dieu Oiseau, écrit par Aurélie Wallenstein et aux éditions Scrinet. On y suit Faolan qui, quand il était un tout petit garçon tout mignon, a vu sa mère se faire violer et massacrer sous ses yeux. Et il a aussi vu son papa se faire dévorer. Et pas par des animaux, hein, par des humains. Lors d'une tradition un peu débile. En effet, c'est une tradition qui est appelée le banquet, qui tous les 10 ans permet à un chef de clan sur les 10 qui composent cet univers-là, de manger et de massacrer les gens des autres clans. Voilà. On aime cette tradition. C'est super, c'est génial. Et le petit Faolan a échappé à cette tradition uniquement parce que le fils du chef de clan qui a du coup dévoré ses parents, hein, les parents de Faolan, hein, j'entends, a trouvé que Faolan avait des beaux yeux. Comme quoi parfois être beau, ça peut sauver des vies. Donc il a sauvé Faolan et il a décidé d'en faire son petit toutou. 10 ans plus tard, Faolan est toujours le petit jouet de Torok, hein, du coup le fils du chef de clan là, dont la plus grande passion est de le torturer. Mais heureusement, c'est bientôt l'heure de la compétition qui déterminera quel sera le nouveau clan qui va dominer pour les 10 prochaines années. Et bien évidemment, Faolan a bien l'intention d'y participer. C'est un espèce d'Hunger Games, mais en beaucoup plus gore, beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte en fait. Hein. C'est vraiment pas du young adulte, hein. Ça c'est un livre adulte. Ça m'a plu. Le livre ne m'a pas marqué, je vais pas y repenser dans 10 ans, tu vois. Mais j'ai passé un bon moment, puisqu'apparemment, j'aime le cannibalisme. Non, c'est faux. Enfin, parce que je te connais, après tu vas dire sur les réseaux « Oh mon Dieu, Laure Desmo, elle aime le cannibalisme, elle a dit elle mangeait des gens au petit déjeuner. » Non, vraiment pas, hein. Je fais pas ça. La plume d'Aurélie Wallenstein est très fluide, ça se lit tout seul. J'ai réellement apprécié le basculement psychologique du personnage principal, hein, de Faolan, qui passe de victime à toute autre chose au fur et à mesure de l'histoire. C'était très intéressant ce truc-là. J'ai quand même très hâte de découvrir plus d'œuvres de l'autrice. On passe au premier tome de saga. En vrai, avec le premier, je triche un petit peu parce que ça peut vraiment être lu comme un tome unique. En gros, il y a d'autres livres dans lesquels on suit le personnage principal, mais vraiment le livre que je vais te présenter, la fin c'est une conclusion. D'ailleurs moi je ne savais pas qu'il y avait d'autres livres avec le même personnage, je l'ai appris après ma lecture si tu veux. Ça change rien, tu peux lire le livre tout seul. Je le mets quand même dans le premier tome de saga parce que en vrai, il y a d'autres tomes, mais ça se lit tout seul. Et le livre dont je parle, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, écrit par Joël Dicker et aux éditions de Fallois. On suit Marcus Goldman, qui est un écrivain qui a à peu près la trentaine, qui a écrit un premier livre qui a été un énorme succès et qui n'arrive pas à écrire un deuxième livre de peur que celui-ci ne soit pas à la hauteur, en termes de succès en tout cas, du premier livre. Vraiment il galère, il passe son temps à dire tout le monde oui j'écris, en fait il écrit que dalle. Gros syndrome de la page blanche, en fait il préfère rien écrire qu'écrire un truc médiocre. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Je suis pas sûre que ce soit la bonne solution pour être productif, hein, mais bon, ma foi, c'est ce qu'il fait. Heureusement ou malheureusement, selon le point de vue, son meilleur pote, du coup, Harry Kéber, est accusé du meurtre de Nola Kellerman, 15 ans. Marcus, étant persuadé de l'innocence de son poteau, va alors tout faire pour enquêter sur cette histoire, et peut-être bien en profiter pour écrire un roman sur cette affaire. Qui sait? C'était une lecture addictif. Mais comme d'habitude avec moi sur les thrillers, sur les policiers et les trucs comme ça là, à la moitié du livre, je savais qui, quoi, pourquoi, comment, enfin voilà, j'avais résolu l'affaire. Donc aucune surprise au moment de la révélation finale. Youhou! Mais comme c'est quand même bien écrit, en vrai je me suis pas ennuyée même en sachant le dénouement final. Et ça, c'est bien. On a affaire qu'à des gens qui ont des démons et qui font des choses moralement discutables. Et moi j'aime ça dans les livres.
Même Marcus, hein, il est moralement discutable. Parce qu'on rappelle qu'il part de base du principe que son poteau est innocent, alors que son poteau lui-même ne nie absolument pas avoir eu des bails avec cette jeune fille de 15 ans, alors qu'il en avait 30. Donc Marcus est tout à fait enclin à défendre un pédophile. Après, en vrai, de mon point de vue, hein, ça se trouve j'ai tort, j'ai l'impression que le personnage de Marcus, il est pas là pour juger les gens. C'est-à-dire qu'il découvre les petits secrets de tout le monde dans le village, qui fait genre « Ah, je suis une trop bonne personne ». Non. Tout le monde en scred fait des trucs dégueux, tu vois. Il est pas là pour juger. Vraiment. Donc ça m'étonne pas qu'il juge pas son pote, il va pas lui dire tu sais quoi, c'est pas bien de fantasmer sur une meuf de 15 ans quand t'en as 30, tu vois. Non, parce qu'en fait il juge personne et il y a vraiment des gens qui ont des secrets, voilà le secret quoi. Mais Marcus il est comme ça, il juge pas. J'ai lu également Les Whisperix, le tome 1, Le labyrinthe sans fin, écrit par Jordan Lee et aux éditions Ozu. Celui-ci aussi, d'après moi, on peut complètement le lire en one shot. Il y a marqué qu'il va avoir un tome 2, mais celui-ci se suffit complètement à lui-même. On suit le petit Benjamin, 11 ans, qui reçoit une poupée chelou du type poupée vaudou. Enfin, c'est pas tout à fait une poupée vaudou, mais ça fait un peu penser à ça, comme la façon dont elle est décrite, tu vois. Et à cause de cette connasse de poupée, il va se retrouver propulsé dans un monde labyrinthe. C'est-à-dire que les rues, elles changent de place et si tu vas plus loin qu'à 2 rues de chez toi, bah tu sais plus jamais comment retrouver ton chemin. En plus, il y a même pas de carte, enfin c'est impossible de faire une carte. Moi, personnellement, c'est mon cauchemar, déjà que j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Je veux pas vivre dans un endroit comme ça, hein. Je me sentirais pas bien. Et justement, Benjamin va y rencontrer une petite fille, hein, du même âge que lui, qui a perdu son frère, qui s'est aventuré bien trop loin de chez lui, ce petit coquinou. Et il peut plus revenir chez lui du coup. C'est un livre jeunesse très qualitatif. Les personnages sont attachants, hein, surtout Benjamin. Même la meuf qui a perdu son frère, qui est vraiment une petite chieuse, on s'attache quand même à elle. Il y a des idées assez inventives, notamment avec la police. Je me rends compte que si t'as pas lu le livre, tu peux pas savoir de quoi il s'agit. Et j'ai pas envie d'aller plus en détail, parce que si je vais plus en détail, je vais te spoiler un truc qui est vachement cool à découvrir dans le livre. Mais en gros, si tu le lis, à un moment, il y a un truc qui représente plus ou moins la police dans cet univers-là, et c'est vachement intéressant, la façon dont c'est fait. La quête est assez classique, hein, c'est-à-dire que ils ont des indices et ils suivent une route, et ils ont plusieurs étapes, hein, voilà, pour arriver à retrouver le frère d'Elisabella, je crois qu'elle s'appelle, un truc comme ça, Elisabetta ou Isabella, je sais plus trop. En fait, cette quête pour arriver à ça est assez classique. Par contre, la fin et la morale sont vraiment touchantes. Je conseille vraiment ce livre pour les petits enfants et les ados. Pour moi, la cible, ce n'est pas les adultes, même si ça reste très agréable à lire quand t'es adulte, hein. Moi, j'ai passé un bon moment, mais je sens que... Tu vois, c'est pas comme Mémoire de la forêt, qui est très jeunesse, que tu peux lire à 7 ans, quand t'apprends à lire, et qui, en même temps, a vraiment une double lecture que tu vas pas comprendre à 5 ans, alors que tu vas comprendre ça très très fort quand t'es adulte. On n'est pas là-dedans, tu vois. Même si on a quand même un sujet très fort abordé, mais c'est un sujet que tu comprends quand t'es enfant, pour moi, en tout cas, je pense. Bref, tout ça pour dire que vraiment le public ciblé c'est les enfants et les ados. Je pense que quand t'es adulte, ça va pas spécialement te marquer fort. Par contre, c'est le genre de lecture que si tu découvres enfant, c'est possible que ça te marque fort et sur le long terme, et que quand tu seras adulte, tu te dises « Ah, je me souviens de ce livre, c'était incroyable ». Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un point qui est quand même très important dans cet univers qui peut faire penser à La Croisée des Mondes. Donc si t'aimes La Croisée des Mondes, après le point... C'est un point, hein. C'est vraiment, il y a que ça qui fait penser à La Croisée des Mondes, rien d'autre. Les Whisperix, c'est top. J'ai lu également le premier tome de Curious Tides, écrit par Pascal Lasselle et aux éditions Big Bang. D'abord, petit moment superficiel. Waouh! Je peux aussi le déshabiller parce qu'il est beau aussi en dessous. Regarde, voilà, c'est beau. Et en plus, il y a 2 versions du livre. Apparemment, il y a la version rare et la version pas rare. Et moi, j'ai eu la version rare. Je suis contente. C'est fini le petit moment superficiel, je vais te raconter l'histoire. On est dans un monde où tes pouvoirs sont déterminés par la phase de la lune sous laquelle t'es né. C'est-à-dire que si t'es né sous la pleine lune, t'as un certain type de pouvoir. Si t'es né en lune croissante, t'as un autre type de pouvoir. En lune décroissante, encore un autre. Et t'as même des gens qui sont nés sous le signe de l'éclipse. Ceux-là, ils sont pas trop aimés, hein. Les gens ils les aiment pas, tu vois. Il y a toujours dans les mondes de fantasy, t'as des gens qui sont moins aimés que les autres. Là, c'est les gens qui sont nés sous le signe de l'éclipse. Pourquoi ils sont pas aimés ? Parce qu'il se trouve que dans ce monde-là, les gens qui sont nés sous le signe de l'éclipse sont capables d'utiliser leur magie tout au long du mois, alors que quand t'es né, par exemple, sous la pleine lune, ta magie, t'es capable de l'utiliser dans sa pleine puissance uniquement pendant la pleine lune.
C'est-à-dire que le reste du temps, tu peux quand même utiliser ta magie, mais déjà, il faut que tu te fasses saigner pour pouvoir l'utiliser, donc c'est un petit peu plus contraignant. Et en plus, ta magie, elle est très peu puissante par rapport au bon cycle de la lune. Voilà, je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais j'espère que t'as compris. Donc nous, on est dans ce monde-là et on y suit Emori et Baz, qui ont tous les deux perdu un être cher. Le même être cher, hein, c'est la sœur de Baz et la meilleure amie d'Emori, tu vois, c'est la même personne, qui est morte il y a peu de temps, noyée dans une grotte. Si tu veux, c'est une grotte dangereuse où on conseille pas aux gens d'y aller, parce qu'en fait, le temps ne s'écoule pas de la même façon dedans et les marées ne sont pas aussi prévisibles qu'ailleurs, tu vois. La meilleure amie d'Emori et la sœur de Baz, qui est, je le rappelle, la même personne. Squitch, elle s'est fait surprendre par la marée et elle est décédée. Et nous, on suit les personnages de Baz et Emori. J'ai oublié de dire qu'ils sont dans une université, c'est de la Dark Academia. Et du coup, nous on suit Emori et Baz qui veulent comprendre pourquoi la sœur de l'un et la meilleure amie de l'autre, du coup, s'est retrouvée dans cette grotte alors qu'elle savait très bien qu'elle était dangereuse. Mon avis est assez mitigé, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. C'est du young adulte assez classique. J'ai aimé l'ambiance parce que c'est de la Dark Academia et que moi c'est un genre que j'aime bien. Donc on est très dans cette ambiance enquête dans une université, on est très dans cette ambiance apprentissage de la magie. J'aime plutôt bien le concept des magies au niveau des phases, de la lune, tout ça, même si je trouve qu'il est pas assez poussé. J'aurais voulu qu'il soit plus poussé que ça, mais après c'est un tome 1, donc ce sera peut-être le cas dans les tomes suivants, tu vois, j'en sais rien. Mais d'ailleurs je lirai, je pense, le tome suivant quand même. Ambiance intéressante, d'ailleurs c'est un peu lent, hein. Si t'aimes pas les trucs lents, c'est quand même un peu lent. Comme d'hab dans le young adulte, hein, parce que c'est vraiment à la mode, il y a de la romance. Voilà, la romance Osef, hein, pour moi. Les personnages, je les trouve un petit peu lisses, hein, que ce soit Emori et Baz. Baz, c'est peut-être pas lisse que je dirais, mais un peu cliché sur certains points. Enfin, voilà, c'est ça. Je crois que les personnages sont un peu clichés. Reste qu'ils sont pas détestables. Si tu veux, c'est pas une lecture qui m'a transcendée. Dans le young adulte, on n'est vraiment pas dans le bas du panier, mais on n'est pas dans le haut du panier non plus, tu vois. On est... ça va. J'ai lu également le premier tome de The Night and Its Moon, écrit par C.J. Piper et aux éditions Corrigan. On suit Nox et Amaris qui sont dans un orphelinat, mais c'est pas un orphelinat où tu attends patiemment d'aller dans une famille aimante. Non. On est sur du commerce, tu vois, les sous-sous, les pépettes. Dans cet orphelinat, les enfants sont vendus à des maris qui veulent acheter des femmes très jeunes. Voilà, c'est gros dégueulasse. À des gens riches qui veulent avoir des bonnes ou des garçons de ferme, ce genre de choses. Ou encore à des maisons closes. Et c'est justement la patronne d'une maison close qui repère Amaris et qui a envie de l'acheter pour l'emmener dans sa maison close, tu vois, parce qu'elle se dit, celle-ci, pour la dépuceler, ça va demander bonbon, tu vois. Tu vois, elle pense comme ça. Sauf que Nox, depuis qu'Amaris est arrivée dans cet orphelinat, elle s'est donnée pour mission toute seule, hein. Personne lui a dit... Enfin si, après on lui a dit, puisque t'as l'air si intéressée par cette petite... C'est vachement bien que tu continues à la protéger, tout ça, mais à la base, toute seule, elle s'est dit, ouais, je protège Amaris de ma vie. C'est ma meilleure amie, t'as vu. Nox est pas du tout chaude pour que Amaris aille dans une maison close, et surtout pas sans elle. Et de là, tu sais quoi, je vais m'arrêter là en fait. Parce que je commence à rentrer bien dans les détails. Donc là, tel que je t'en raconte, tu vas dire, mais où est la fantaisie dans cette histoire ? Eh bien, c'est un bail de failles. Il y a des failles. Voilà, il y a des failles partout. Je vais pas rentrer dans les détails. En fait, le rythme de l'histoire est assez lent, et on découvre au fur et à mesure de l'histoire, parce que tu vois, tout ce que je t'ai résumé là, on dirait que c'est en un chapitre c'est réglé, je crois que c'est 100 pages. Et on découvre de quoi sont capables les failles, de quoi sont capables les gens qu'on suit dans cette histoire, tard dans l'histoire. Donc moi je vais pas t'en dire plus, il y a des faits. Je suis très mitigée sur cette lecture parce que en fait quand je l'ai fermée, je me suis dit bon, j'ai plutôt bien aimé même s'il y a des trucs qui m'ont dérangé. En fait moi le fait que le rythme soit lent, ça ne me dérange pas. Je trouve que au contraire ça peut des fois installer une ambiance, et là ça a été le cas. Par contre je trouvais que parfois il y avait trop de répétitions tu sais, dans la pensée des personnages qu'on suivait, tu vois, parce que on alterne entre le point de vue de Nox et Amaris, et parfois on était trop dans la même page, on s'est répété 15 fois sur ce que le personnage a dans sa tête, tu vois, t'es là, tu l'aurais dit une fois, bon à la limite 2, on avait compris, c'est pas la peine de te répéter 15 fois, donc ça m'a un petit peu dérangé. Autre chose qui m'a dérangé, en termes de représentation des personnages noirs, je trouve que, alors c'est cool, Nox est noir, hein, par exemple, donc on a un personnage principal qui est noir. Je suis pas convaincue. Par contre, j'ai plutôt apprécié la représentation lesbienne, hein, puisqu'on a une romance saphique que j'ai trouvée
ma foi, plutôt bien faite, hein. Attention, je ne suis pas concernée, donc si tu es concerné par la question et que toi t'as trouvé que c'est de la merde, tu peux me le dire. J'ai eu l'impression qu'on était quand même plutôt pas mal à ce niveau-là en termes de représentation. Sinon, la façon dont sont traités les faillés, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a des trucs assez osés, notamment avec le personnage de Nox. Il y a des scènes de fesses, hein. Il y en a vraiment quelques-unes, tu vois. Explicite, ouais, très explicite. Moi, elles m'ont pas dérangée dans le sens que je comprends pourquoi elles étaient là vis-à-vis de l'histoire. J'essaye de pas trop en dire, du coup je galère, tu vois, pour m'exprimer. Je trouve que c'était pas des scènes inutiles qui n'apportaient rien au récit, c'est-à-dire que ça apportait au niveau de la construction des personnages qui sont concernés par les scènes de fesses. C'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais j'ai une préférence pour le personnage de Nox par rapport à Amaris, que je trouve que c'est quand même une petite pleurnicharde qui se plaint pour rien, voilà, alors que Nox elle se plaint pas trop, alors que pour le coup elle a vraiment des grosses raisons de se plaindre, elle. Globalement mitigée parce que j'ai fini ma lecture en me disant bon ok c'est bien, c'est une bonne lecture, j'ai envie de lire la suite, j'ai même très hâte, et au fur et à mesure que ma lecture est passée je me suis dit en fait les points négatifs sont venus un petit peu plus forts que pendant la lecture, enfin du coup je sais pas trop si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. J'ai également découvert Pénélope, Reine d'Ithaque, le premier tome du Chant des déesses, écrit par Claire North et aux éditions Hauteville. On y suit non pas Pénélope, comme le titre l'indique, d'ailleurs regarde, c'est beau, voilà. Donc on n'y suit pas Pénélope, mais on y suit Héra, qui est du coup une déesse grecque. Tu sais, la femme sœur de Zeus, qui notamment a eu Hercule avec lui, qui n'est pas appelé Hercule dans la mythologie grecque, mais Héraclès. Le livre s'appelle Pénélope parce qu'en fait, elle c'est une déesse, et en tant que déesse, elle a un petit peu un regard omniscient sur la situation. Dans ce livre, en tout cas, ce qui l'intéresse, c'est même pas Pénélope en tant que telle, mais plutôt en fait comment Ithaque va gérer l'absence d'Ulysse. Parce que en gros, pour remettre en contexte la situation, nous l'histoire qu'on suit, ça se passe après la guerre de Troie, ça se passe pendant qu'Ulysse est porté disparu et on le croit mort. D'ailleurs peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est pas mort. Enfin moi je sais parce que je connais un petit peu la mythologie, mais ici les gens à Ithaque, ils pensent qu'Ulysse est mort, tu vois. Et Pénélope se retrouve donc seule puissance politique du jour au lendemain, c'est la reine d'Ithaque, mais d'habitude c'était quand même Ulysse qui faisait figure d'autorité, et là comme elle se retrouve potentiellement sans mari, non seulement elle se retrouve aux commandes véritablement de cette région-là du monde, comme les gens pensent qu'Ulysse est mort, en fait tout le monde n'a de cesse de vouloir la marier avec le premier mec venu, histoire qu'il y ait à nouveau un roi sur Ithaque, parce que tu comprends, une reine qui gouverne c'est n'importe quoi, tu vois. En gros c'est ça l'histoire, c'est Héra qui suit comment Ithaque s'en sort sans roi. Et effectivement, je crois que dans le résumé, ça disait que ça voulait parler de la mythologie du point de vue des femmes. C'est effectivement le cas, parce qu'en fait, Héra, bien qu'elle n'espionne pas, parce qu'en vrai, elle espionne les gens, cette petite coquine. Voilà, on peut le dire. Bien qu'Héra n'espionne pas exclusivement des femmes, elle espionne quand même bien plus les femmes que les hommes. Donc on suit beaucoup de femmes, dont Pénélope, pour le coup. Alors j'ai bien aimé, mais Héra, quand elle nous raconte, des fois elle peut passer d'un point de vue à l'autre en une phrase, tu vois. Ça, sur plusieurs pages, des fois. Des fois elle va rester vraiment concentrée sur un point de vue pendant un moment, mais des fois elle peut vraiment faire des feintes un peu, tu vois. C'est vrai qu'il m'est arrivé de relire pas mal de fois les mêmes phrases à cause de ce truc-là. Pour moi, la plume était pas extrêmement fluide, mais parce que je peux avoir des petits problèmes de concentration de temps en temps, et c'est vrai que c'est pas une plume que j'ai trouvée qui aidait à ce niveau-là, tu vois. Maintenant, je trouve que c'est très drôle. Voilà, j'ai rigolé pas mal de fois parce que Héra, elle a ce truc piquant, tu vois, elle va te faire des trucs en disant et les poètes ont dit que Achille était un héros extraordinaire, mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'il lui arrivait parfois de se donner lui-même des coups d'épée dans la figure tellement il était maladroit. Enfin, tu vois, elle va partir sur des délires comme ça de temps en temps, elle va faire des petits tacles à d'autres dieux, à d'autres déesses, à d'autres héros de la mythologie grecque sans arrêt. Elle est assez piquante et ça, on aime. Vraiment, j'ai ri pas mal de fois avec cette lecture. Donc ça, c'est un très grand point positif. Revisiter la mythologie en prenant un événement qui n'est pas dans la mythologie, parce que bien entendu, à ce moment-là, on est concentré sur ce qui se passe avec Ulysse, on n'est pas concentré sur ce qui se passe sans Ulysse. Prendre le parti pris qu'on va se concentrer sur les femmes, qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps-là, tu vois. Voir si
c'est pas finalement également héroïque ce qu'elles font de leur côté, même si c'est de l'héroïsme à plus petite échelle, on va dire. C'est très intéressant comme parti pris, et bon, moi ça m'a beaucoup plu, et j'ai le 2e tome, j'ai très hâte de le lire parce que c'était vraiment bien, mais pour moi vraiment le seul petit bémol, parce que je pense que sans ça ce serait pas loin du coup de cœur, tu vois. Enfin tu vois, il y a vraiment que des points positifs, mais moi mon point négatif c'est vraiment le côté que j'ai eu du mal à me concentrer tout le long de ma lecture, alors que c'était pas compliqué, hein. Parce qu'en vrai, sa plume, est, en plus d'être drôle, elle est assez jolie à certains moments, tu vois. Et puis j'aime bien ce truc que de temps en temps, elle va dire « Ah, machin, ce bâtard de truc », mais vraiment, elle va employer ce terme-là, tu vois. Et à d'autres moments, elle va te faire des très jolies phrases poétiques et tout. Je trouve que c'est assez bien, comment dire, dosé, tu vois. C'est assez bien dosé, moi j'aime bien, c'est vraiment normalement le type de plume que j'aime beaucoup. Et là, comme je dis, pour moi, je crois que c'est dû au changement de point de vue d'une phrase à l'autre, mais ça se trouve pas du tout. Ça se trouve c'est autre chose, je saurais pas dire quoi, mais ça a été vraiment un gros bémol pour moi, parce que, comme je te dis, sans ça, je pense que ça aurait été vraiment une excellente lecture, et avec ça, c'est juste une bonne lecture. J'ai lu également le premier tome de Capitale du Nord, écrit par Claire Duvivier et aux éditions des Forges de Vulcain. C'est assez particulier parce qu'en gros, l'univers des citadins de demain compte 6 tomes. Mais il y a 2 trilogies indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux lire que Capitale du Nord, qui compte du coup 3 tomes, une trilogie, comme son nom l'indique, ou tu peux lire que Capitale du Sud. Tu n'es pas obligé de lire les 2 trilogies. Les histoires de temps en temps, apparemment, parce que pour l'instant je l'ai pas encore vu puisque je suis que au tome 1 de Capitale du Nord, j'ai rien lu de Capitale du Sud, mais apparemment les intrigues peuvent se croiser à certains moments, mais tu ne vas pas ne pas comprendre si tu lis qu'une seule trilogie. Moi j'ai décidé, j'ai le tome 1 de Capitale du Sud aussi, je n'ai pas le tome 2 d'aucune des 2 trilogies, et j'ai décidé d'alterner. J'ai envie de lire comme ça. Chacun fait comme il veut. Dans Capitale du Nord, on suit Amalia, Van quelque chose, et Squill, je crois, un truc comme ça, qui est issue d'une puissante famille, comme son nom l'indique, qui a été élevée par des parents extrêmement rationnels, pour qui les sciences, le côté cartésien, c'est le truc le plus important au monde, et du coup, Amalia est devenue comme ça, très cartésienne. Sauf qu'un jour, son meilleur poteau, lui, a décidé d'aller fouiller des sortilèges anciens et d'en lancer un comme ça, random, sans savoir ce que ça allait faire. De là, Amalia est obligée de croire à des choses bien moins rationnelles que ce à quoi elle était habituée, parce qu'elle le voit sous ses yeux, en fait, elle est obligée d'y croire, voilà. Et c'est compliqué à résumer sans trop en dire, parce que c'est assez court, donc tu vois, je veux pas trop en dire. Mais en gros, dans ce monde-là, c'est pas un monde de fantasy dans lequel les gens sont habitués à côtoyer la magie, tout ça. C'est-à-dire qu'avant que son poteau, pour s'amuser, ait envie d'aller tenter de jeter ce sortilège, il n'y avait pas de magie dans ce monde. Sachant qu'au même moment, dans la cité dans laquelle ils sont, donc la capitale du Nord, qui est Dehaven, je crois, il y a un truc politiquement qui se passe qui fout la merde. Voilà, je vais pas trop en dire, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est court, donc je t'invite à le découvrir. Mon avis, c'est que c'est excellent. C'est vraiment excellent. J'ai adoré le premier tome de Capitale du Nord. Pourtant, il se passe pas énormément de choses. C'est assez mystérieux, c'est-à-dire que tu es plongé dans ce monde. Ouais, c'est mystérieux, c'est vraiment mystérieux, je pense que c'est le terme, jusqu'à la fin du livre, vraiment la fin du livre. En plus, il y a un énorme cliffhanger des familles, voilà, moi à la fin j'étais pourquoi j'ai acheté le premier tome de Capitale du Sud et je n'ai pas acheté le 2e tome de Capitale du Nord, je veux le lire tout de suite maintenant. Je suis patiente, donc je vais attendre, et je vais faire quand même selon les plans que j'ai décidés, mais j'ai mal, j'ai très très mal, parce que je veux savoir ce qui se passe après. J'adore l'écriture de Claire Duvivier, j'adore, c'est trop bien. J'adore le personnage d'Amalia, elle est particulière, j'ai rarement vu un personnage comme elle. J'aime les personnages qui l'entourent, donc à savoir son poteau là qui fout la merde, et puis elle a d'autres poteaux. J'aime ce personnage, alors que j'ai cru que j'allais pas l'aimer, parce qu'en général, moi qui suis plutôt un petit peu fantaisiste, un peu artiste, tu vois, donc le côté très rationnel. Bon, en vrai, je l'ai aussi sur plein de trucs dans ma vie, donc en vrai ça va, mais je me suis dit, je vais me faire chier avec un personnage hyper rationnel. Non, pas du tout. C'est un livre que je conseille vraiment. C'est une autrice française. En plus, j'ai une petite dédicace. Regarde. Dédicacé ce livre, et voilà. Mais je l'avais pas lu, donc ça se trouve, j'allais pas aimer. Si t'aimes la fantasy où il y a énormément de rebondissements de situations, c'est pas fait pour toi. Si t'aimes la fantasy où la magie est extrêmement présente et claire dès le départ, c'est pas fait pour toi. Si t'aimes les trucs un petit peu plus mystérieux, c'est-à-dire que tu vas avoir des complots politiques, ce genre de choses, et la magie va être de temps en temps là, tu vois, un peu comme du Game of Thrones. C'est pas Game of Thrones, vraiment pas, tu vois, d'ailleurs, juste en voyant la taille, tu te rends compte que c'est pas... Ça aurait pu,
mais on suit vraiment juste Amalia et son histoire à elle, tu vois, on n'est pas sur plein de points de vue différents, et c'est peut-être en ça que ça fait la différence. Parfois c'est drôle aussi, vraiment il y a pas mal de moments où j'ai souri, voire rigolé, ce qui est assez rare que je rigole toute seule comme une conne devant un livre. Je crois que ça m'est arrivé 2-3 fois avec ce livre-là. Très 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 bonne lecture, j'ai très hâte de découvrir la saga de son intégralité parce que la deuxième trilogie n'est pas écrite par Claire Duvivier mais par Guillaume Chamanadjian. Bizarrement je crois que quand j'ai vu des avis des gens, ils avaient l'air de préférer Capitale du Sud que Capitale du Nord, j'ai eu l'impression, globalement. Si c'est le cas, j'ai très hâte de découvrir, parce que, comme je dis déjà, ce premier tome de Capitale du Nord est vraiment génial. Et pour finir sur les premiers tomes de saga, en vrai, je triche un peu parce que celui que je vais te présenter, il fait même la transition avec les suites de saga que j'ai lues parce que c'est un intégral et que j'ai lu les 3 tomes d'une traite parce qu'en vrai c'était très court comme intégral, ça fait 500 pages et quelques. Il s'agit du Grand Livre des Gnomes écrit par Terry Pratchett et aux éditions J'ai lu. On suit des gnomes, tu sais les espèces de nains de jardin là, les espèces de petits trucs que tu mets dans ton jardin. Bah c'est des gnomes mais sauf que eux ils sont vivants et ils vivent des aventures et nous on suit un petit groupe de gnomes qui au cours d'un de ces périples va découvrir qui va être appelé le grand magasin d'Arnold Frères. Tu vois, c'est un type de magasin où t'as un peu tout dedans, tu vois. Disons un hypermarché classique, tu vois. Et nos amis, le petit groupe de gnomes qui s'est retrouvé dans le grand magasin, découvrent plein de leurs congénères qui ont toujours vécu dans ce grand magasin et qui sont persuadés que le dehors n'existe pas et qu'en gros le grand magasin c'est le monde entier, pour eux il n'y a rien d'autre que ça. Et qu'Arnold Frères, puisque c'est le grand magasin d'Arnold Frères, est un dieu et il a créé les gnomes à son image. C'est mon premier Terry Pratchett, on peut m'applaudir. Merci. Je me permets de frapper ce livre parce qu'il aime bien ça et qu'à la base je l'ai acheté d'occasion et il était déjà complètement défoncé, donc un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà, bon ben j'ai bien aimé. Terry Pratchett, pour ceux qui ne savent pas, il est connu pour faire de la fantaisie sarcastique, de la fantaisie humoristique, de la fantaisie où on se fend la poire. Et je peux confirmer, en tout cas avec le Grand Livre des Gnomes, que c'est le cas. J'ai beaucoup rigolé, voilà. Il y a plein de jeux de mots, c'est très drôle. Je généralise pour l'instant, donc je parle des 3 tomes, puisque c'est un intégral que je te présente. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de chacun des tomes très brièvement plus tard. Il remet en cause les religions, les systèmes de croyances, le manque d'ouverture d'esprit, le manque de curiosité, la proportion à suivre des ordres d'un leader sans même y réfléchir, enfin tout ça. Bien sûr, on a beau suivre des gnomes, il remet en question les actes des humains, bien évidemment. C'est pas tout récent, je crois que c'est début des années 90. Pourtant, on a des questionnements quand même. On remet par exemple en cause le sexisme dans ce... Il n'y a pas beaucoup de gnomes féminins, on va pas se mentir. Mais les gnomes féminins qu'il y a, les gnomes masculins sont en mode c'est des femmes, on va pas les écouter. Et c'est quand même vachement remis en cause ce truc là. J'ai trouvé globalement que les 3 tomes étaient assez inégaux parce que le tome 1, pépite pour moi, tu vois. Alors, c'est pas pour tout le monde, il y en a plein qui vont pas aimer. Il y a des longueurs. Mais dans le tome 1, je les ai pas senties très fortes, alors que dans le tome 2 et dans le tome 3, un petit peu plus. Pour le coup, le tome 2 et le tome 3 sont moins pépites pour moi. Mais globalement, j'ai bien ri. Si c'est-à-dire que comme moi, tes genres de prédilection c'est la SFFF, mais que t'en as marre d'être dans des univers où on dévore des gens et on massacre des gens et c'est le malheur, tout est noir, tout est gris, il faut faire la guerre et tout ça. Si tu veux toujours être dans de la fantasy mais rigoler un petit coup, le Grand Livre des Gnomes est fait pour toi. Ah, et le titre, en fait, le Grand Livre des Gnomes, c'est référence au fait que à chaque début de chapitre, t'as des espèces de versets qui sont des espèces de bails religieux des gnomes, tu vois. Dans le tome 1, t'as des trucs au niveau d'Arnold Frère, tu vois, et Arnold Frère dit il ne faut pas courir dans le grand magasin, enfin tu vois, des trucs un peu comme ça. Dans le tome 2, t'as encore une autre religion des gnomes, et dans le tome 3, encore une autre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Grand Livre des Gnomes, parce que c'est à cause de ça, je pense. Et on finit avec la dernière partie, à savoir les suites de saga. Et la première suite de saga que j'ai lue, c'est le 2e tome des Immortels, écrit par Namina Format et aux éditions de Saxus. Qui dit suite dit je fais pas vraiment de résumé détaillé. Pour faire court, dans le tome 1, on était dans un univers où on saignait des femmes de 16 ans pour voir si leur sang est rouge ou doré. Celles qui avaient le sang doré étaient considérées comme des démons et on se débarrassait d'elles. Voilà, je vois. Et il y avait des créatures qui hurlaient.
Mais genre pas des loups, tu vois, qui hurlent à la lune, non, des espèces de monstres qui hurlent. Voilà, j'ai fait un résumé très très court. Ce tome-là, du coup, le tome 2, grosse déception pour moi. J'avais vraiment aimé le tome 1, vraiment beaucoup. L'intrigue et l'univers étaient vraiment bien, malgré que les personnages étaient quand même assez lisses. Tout le reste dans le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Peut-être la plume, je la trouvais pas ouf, mais je la trouvais pas horrible, tu vois, juste, bon, ouais. Mais sinon, vraiment, tout le reste était vraiment, j'avais beaucoup aimé. Du coup, le 1 était vraiment très intéressant à mes yeux, et le 2... Ça m'énerve quand ça fait ça. Déjà, les 100 premières pages, c'est genre quasiment que du résumé du tome 1. Pourquoi j'ai lu le tome 1 ? En fait, si en 100 pages, tu vas me faire un résumé de tout ce que j'ai lu précédemment. À la limite, tu me fais un récap au début, tu vois, avant l'histoire commence, tu vois, tu es précédemment dans le tome 1. Tu sais, comme dans les séries, là. Ça, y a pas de problème, tu me fais ça. Ok, moi je l'aurais pas lu parce que je me souvenais quand même très bien de ce qui se passait dans le tome 1, j'en avais pas besoin. Mais justement, pour ceux qui en ont besoin, t'as ce truc-là, c'est trop bien. Mais le mettre directement dans le texte, surtout pas sur 100 pages, tu vois. À la limite, tu me le distilles, tu vois, tu me distilles le récap tout au long du livre. Pourquoi pas ? Mais comme ça, en un bloc là au début, enfin, il se passe des trucs, hein, vraiment, ça alterne. Puisqu'il s'est passé ça dans le tome 1, il se trouve que je suis dans cette situation. Là, je suis en train d'aller faire ça. Tu vois, il se passe des trucs en même temps qu'elle nous raconte. Mais du coup, je trouve que ça passe au second plan alors que c'est hyper important ce qui se passe. Et c'est dommage. Franchement, pour moi, ça, c'est non. Ça m'a saoulée. Dès le début, j'étais là, tu m'as saoulée, livre. Et puis, t'as des répétitions tout du long. C'est-à-dire que dans sa tête, elle répète 1000 fois les mêmes trucs, les mêmes questionnements, les mêmes... Et c'est dommage, parce qu'en fait, l'intrigue globale, le fil conducteur qu'on suit, il est super intéressant. Sauf que tu aurais enlevé 200 pages à cette histoire-là, qui en fait 500, là, tu as enlevé 200 pages faciles, tu nous racontais la même histoire de façon bien plus efficace. Ou à la limite, tu rajoutais des pages à la fin, parce que par contre, à la fin, elle est rushée complètement. Il y a un problème de dosage au niveau du rythme. Et d'ailleurs, à la fin, pour moi, il y a une énorme incohérence entre les actions du personnage principal tout au long de l'histoire et sa notion du bien et du mal à la fin de l'histoire. En essayant de pas spoiler, à un moment, elle trouve monstrueux des actes commis par des gens, alors qu'elle a elle-même commis des actes très similaires, voire on peut dire même les mêmes actes, globalement, tout au long de l'histoire. Mais quand c'est elle, ça va, ça passe, mais les autres, oh mon dieu, c'est scandaleux! Non, en fait. Un point positif maintenant, il y a pas mal de personnages LGBTQIA+. Point positif parce que ça fait pas du genre vas-y, je mets le queer de service, comme ça on dira mon livre il a de la représentation. On n'est pas là-dedans puisque il y en a un certain nombre. Mais, la représentation est pour moi assez maladroite. Enfin, les représentations du coup. Déjà, il y a pas mal de personnages qui étaient déjà présents dans le premier tome. Dans le premier tome, on n'avait aucun signe de ce qui finira par être soit leur identité, soit leur orientation sexuelle. Tu vois, presque limite comme si, quand elle a écrit le premier tome, elle s'était pas dit ça, et en fait, quand elle a sorti le deuxième tome, elle s'était dit « Ah, ça serait vachement bien quand même qu'elle soit bi, elle soit non-binaire. » On dirait presque que c'est un truc comme ça qui s'est passé. Je suis pas sûre, ça se trouve pas du tout. Mais ressenti, il y a ce truc-là ressenti quand même. Je lirai quand même la suite, parce que si on regarde que l'intrigue, même dans ce tome 2, l'intrigue est intéressante, l'univers reste intéressant, on veut quand même savoir la suite. D'autant plus que dans ces deux tomes présents, il y a un espèce de côté assez binaire. Dans un, c'est binaire d'un côté, de l'autre, c'est binaire d'un autre côté, et du coup, on sent, tu vois, on renifle qu'elle va essayer de casser ce truc-là dans le tome 3, enfin j'imagine que c'est le plan, sinon je capte pas où elle veut en venir. On sent également que c'est une autrice engagée, et ça, moi, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai très hâte de la voir évoluer, j'espère que tous les défauts de répétition, enfin, tous ces défauts-là vont être moindres dans le tome 3. L'intrigue est intéressante dans ce tome 2. Je peux pas l'enlever. Le reste... J'ai continué également La carte des confins avec le deuxième tome du coup, écrit par Marie Replin et aux éditions Pocket Jeunesse. Dans le tome 1, il y avait un pirate beau gosse, une voleuse beau gosse et un vilain sorcier tout noir. Et pas noir la couleur de peau, noir parce que c'est le mal, c'est maléfique. Sorcier noir. J'ai préféré ce tome-ci du coup, le tome 2 au tome 1, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de fantaisie, alors que le tome 1 c'était globalement de la romance avec des pirates. Il y avait un peu de fantaisie sous-jacent, mais c'était vraiment pas le truc principal. Ici, la fantaisie est 5 fois plus présente. Moi, qui préfère la fantaisie à la romance, du coup, forcément, j'ai pris plus de plaisir à lire ce tome 2 qu'à lire le tome 1.
Il y a des bails avec des épreuves, elles sont pas hyper originales. Elles sont assez répétitives, mais il y en a des intéressantes quand même à suivre. Et surtout, la fin m'a vraiment plu. Pas la toute fin, parce qu'il y avait un petit peu un truc de ta gueule c'est magique. Ça, bon, moyen, mais juste avant l'épilogue, on va dire, tu vois, ça m'a plu ce qui se passe. Je m'y attendais pas spécialement. Même si, pour moi, il y a quand même un truc. Les personnages ont un peu été cons. Ils auraient pu faire autrement. Ils ont pas fait. Mais passons. Pour moi, même si la fantasy est plus présente ici et que j'ai plus apprécié du coup, le point fort de cette saga, ça reste les personnages, parce que le personnage de Kali et celui de Blake, hein, même si c'est un gros beauf, ça reste des personnages attachants, des personnages avec un humour que j'apprécie. D'ailleurs, j'apprécie plus l'humour de Blake dans ce tome-là, parce qu'il est un tout petit peu moins lourd que dans le tome 1. C'est pour moi le point fort, c'est plutôt les personnages que l'intrigue en soi. Mieux que dans le tome 1 pour moi, pas incroyable, mais la fin est vachement cool. Et j'ai oublié de dire que si t'es fan de romance, la romance ici, elle est très cute. Pour les amateurs de romance et plus particulièrement plutôt de romantasy, je pense que c'est une saga que vous pouvez adorer. Et pour finir, j'ai lu le tome 3 de la saga du clan Bennett, Le Chant du Cœur, écrit par Tidy Clown et aux éditions Bookmark. Moment superficiel, voilà, c'est beau, on a vu, passons à autre chose. C'est un bail de loup-garou, bien évidemment, tu vois, ça c'est un loup, il y a des loups partout. Chaque tome de la saga du clan Bennett est d'un point de vue différent. Et dans ce tome-là, on est du point de vue de Robbie, et c'est un petit peu particulier parce que il a des tout petits problèmes de mémoire, on va dire, pour pas trop spoiler. Du coup, on se retrouve à douter de la véracité de son point de vue. Et ça, c'est très intéressant. Comme les 2 premiers tomes de cette saga, c'était génial. Pour moi, le tome 1 reste indétrôné, hein, parce que Ox, j'aime Ox. J'aime moins Robbie que Ox, mais comme dans les 2 premiers tomes, Tidy Clown a su faire en sorte que je me suis retrouvée être complètement Robbie. Voilà, j'étais Robbie, il était moi, nous étions nous. Voilà, la magie de Tidy Clown pour moi, c'est que vraiment tu es imprégné dans le personnage que tu suis. Je vais pas en dire plus parce que je suis déjà bien rentrée assez en large et en travers dans les 2 tomes précédents, tu vois. C'est un tome 3, c'est génial, comme d'habitude. Si j'ai quand même un petit bémol à dire, parce que je suis bien trop dithyrambique avec cette saga, donc j'ai envie de chipoter un petit peu, voilà. Mettons un petit bémol parce que j'en mets pas d'habitude sur cette saga. Je trouve que la backstory des personnages est beaucoup trop similaire. C'est-à-dire que pour moi, ils ont tous la même enfance. Voilà, je schématise parce que c'est pas exactement le cas, mais c'est très, tu vois, globalement, plus ou moins la même enfance, tu vois. Ça, c'est peut-être dommage, tu vois, on aurait peut-être pu changer ça. Et tu sais que moi et mon petit cœur de pierre, la romance d'habitude c'est pas mon truc. Là, c'est vraiment, on est vraiment à 1000% dans la romantésie. Hein. Et pourtant, ça marchait avec moi, qu'est-ce qui m'arrive? La saga du clan Bennett, pour moi, c'est formidable. Et le tome 3 est tout aussi bien que le tome 2. Le tome 1, il est au-dessus, il fait l'univers, le tome 1. Non, je n'en fais pas trop. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me laisser un petit emoji plein de livres, hein, voilà, comme ça, parce que j'ai lu plein de livres. Pour l'originalité, on repassera, mais bon, c'est pas grave. N'hésite pas à me dire si tu as lu un ou plusieurs de ces livres, qu'est-ce que t'en as pensé, si tu les as pas lus mais que je t'ai donné envie ou pas de lire un ou plusieurs de ces livres. Et sur ce, des bisous.